Bonjour à tous et bienvenue ici donc à cet événement Entrepreneurs sans frontières. Donc, je suis vraiment très ravie de vous accueillir ici à Lille et pour tous ceux qui nous suivent donc en direct sur la page Facebook, y compris donc nos partenaires belges, étrangers, puisque c'est vraiment la fin d'un programme, qui porte sur l'entrepreneuriat étudiant au niveau de trois régions transfrontalières. Et je me présente quand même, donc je suis Laurence Thiébard et je dirige l'entrepreneuriat à l'Université de Lille, ainsi que le PEPIT, donc Lille Hauts-de-France. Donc je vais tout de suite passer le micro à mon collègue Bertrand Mélier, qui va animer cette conférence, car nous avons en effet la chance d'avoir avec nous Monsieur Gagnère, un entrepreneur, un chef d'entreprise et un des plus grands chefs cuisiniers au monde. Merci. Merci Sylvie, merci Laurence pour ces mots et merci Pierre Gagnère d'être parmi nous ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va commencer donc cette conférence par une petite question. En fait, j'ai bien reçu votre listing de restaurants et je me suis aperçu qu'il n'y a pas de restaurant dans cette belle région des Hauts-de-France. Pourquoi ? Parce qu'on m'a pas sollicité. Alors, je vais réfuter un peu le mot conférence. Je ne suis pas conférencier. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais froid. Je vais quand même le sortir, même si je ne vais pas la mettre. Je vais quand même... ça, c'est important. Hop, pardon. Voilà. Voilà, ça, c'est important, ça. Voilà. Ça, voilà. Alors, je vais pas l'enfiler, mais je suis cuisinier avant tout. Voilà. Et c'est la cuisine qui guide ma vie, qui l'a construit et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à effectivement en faire, au-delà d'un métier passion, j'ai réussi à en faire un peu j'aime pas le mot business, c'est pas des mots qui me plaisent, quelque chose qui produit de la richesse. Et qui produit de la richesse, pas seulement pour moi, mais qui produit de la richesse pour beaucoup de gens qui m'entourent. On a beaucoup parlé avant de commencer ce moment de partage. La chance que nous avons dans ce métier, ce qui en fait la valeur, c'est pas d'être devant un ordinateur, c'est pas être, on n'est pas connecté, on n'est pas des hyper connectés, même si aujourd'hui ces technologies bien sûr sont entrées dans notre univers, mais ça reste un métier manuel, ça reste un métier d'émotion, ça reste un métier où on travaille la matière et les gestes sont les mêmes que ceux que quand j'ai commencé à travailler il y a 50 ans. Moi, mon métier, c'est parti un peu d'un malentendu, en fait. Moi, je suis un enfant de la Balme, je suis d'une génération d'un milieu rural, et mon père est devenu cuisinier-restaurateur un peu par hasard et par obligation. C'était pas sa passion, mais il l'a fait, il l'a bien fait, il l'a fait honnêtement, mais il faisait ça pour élever sa famille. Il n'avait pas su saisir, et l'époque ne le permettait pas, il n'a pas su saisir le potentiel extraordinaire que peut se donner ce métier au niveau humain. Donc moi j'ai fait un apprentissage classique en me disant mais qu'est-ce que tu fous là ? J'ai vu des choses en creux que je voyais dans ma famille, c'est-à-dire du bruit, pas de violence physique, mais une violence relationnelle compliquée. On ne mangeait pas à l'heure, mes parents n'étaient jamais présents, on n'était toujours pas à notre place. Et puis quand j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans, donc c'est vieux maintenant, j'ai vu les mêmes choses. Voilà. Donc tout ça, j'ai emmagasiné en creux. Et lorsque j'ai repris l'affaire de mon père, en 1977,
D'abord, en 24 heures, j'ai vu que rien n'était prêt. Donc, ça aussi, c'est un sujet qui peut peut-être vous intéresser. La transmission. La transmission, parce que peut-être, vous serez peut-être amené aussi à vous retrouver dans des entreprises, peut-être, je ne sais pas, enfin, je ne connais pas exactement votre profil à tous, mais il y a peut-être des choses qui peuvent se transmettre. Et la transmission, c'est un sujet aussi sur lequel il faut avancer avec prudence et avec certitude, en gros, pas se faire avoir. Et moi, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par ma famille, qui en fait, n'avait rien préparé. Donc, ça a été un choc lorsque je suis rentré dans cette entreprise, où j'ai vu que finalement, j'arrivais avec mes 25 ans, mes 10 ans de métier derrière moi déjà, mais rien n'était prêt. Donc c'était déjà un premier combat pour déjà convaincre ma famille de me laisser faire. Bon, j'ai très vite vu que ça ne marcherait pas, donc j'ai été respectueux, je suis resté quelques années, et j'ai éclairé mon entreprise. Et entre-temps, j'ai senti que la cuisine, ça pouvait être un moyen extraordinaire d'aller vers les autres, un moyen formidable de donner du sens à sa vie, parce que c'est de l'émotion, et nourrir les autres, et on le voit bien aujourd'hui, plus que jamais, à quel point la nourriture, elle prend une place énorme. Parce que une belle tomate, elle était normale il y a 40 ans. Aujourd'hui, avoir une belle tomate, c'est un combat, quoi. Donc, effectivement, j'ai senti... donc là, on est en plein dans votre histoire, parce que je pense qu'à un moment, être entrepreneur, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. On a envie d'être indépendant. On a envie de voler de ses propres ailes et d'avoir la possibilité de décider de sa vie et de décider de ce que l'on va faire. Alors, effectivement, il y a peut-être d'autres arguments, mais il y a de dire, bon, avec ça, je vais faire du pognon. Voilà. Bon. Moi, ça, c'est pas mon truc, j'y comprends rien, c'est pas ce qui guide c'est pas ce qui a guidé mon projet, c'est pas ce qui guide aujourd'hui. Ce qui m'a guidé, et ce qui me guide toujours, c'est que, avec mes mains, ma tête, je construis quelque chose au jour le jour, dans des assiettes. J'essaie de donner quelque chose d'honnête, de sincère, de subtil, d'intelligent, si possible, et qui donne du bonheur aux autres. Voilà. Et ça, c'est une chance inouïe, ce métier. Ça, c'est unique. Voilà. Et puis, j'ai pas vécu ça comme... J'ai pas vécu ça comme un entrepreneur, j'ai vécu ça comme un moyen de mettre en œuvre ce qui finalement s'est révélé à moi peu à peu, c'est que la cuisine pouvait être aussi avoir une démarche artistique. Cette démarche artistique, elle a tellement pris le pas sur ma vie que ça a occulté complètement ce qui était aussi un restaurant. C'est un commerce. Parce que, je l'ai dit au début, c'est du staff, c'est des équipes. Je sais pas, on ne peut pas être seul. C'est un petit théâtre dans lequel il y a un régisseur, il y a un metteur en scène, il y a des acteurs, il y a un électricien, il y a la billetterie. Et ce qui est passionnant, c'est que je suis tout ça en même temps. Voilà. Et tout ça en même temps, ça m'a passionné. Mais au départ, pendant des années, le plus important, c'était ce quotidien culinaire qui pour moi était cette rencontre 2 fois par jour avec des gens qui s'asseyaient à ma table et je disais, ces gens, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Il faut qu'ils ressortent de là avec des étoiles dans les yeux. Voilà. Et puis un jour, j'ai eu la chance d'être... C'est pas terrible, hein, le retour. Ouais.
c'est peut-être un peu fort. Oui, ça j'ai appris à le gérer aussi, ça, vous voyez, j'ose le dire. Vous voyez, et c'est aussi, le privilège de l'âge, c'est de dire, et peut-être aussi apprendre ce que j'ai pas appris, ce que je savais pas au départ. Il faut dire les choses qui vous vont pas, dire ce qui vous plaît pas, poser les questions, et puis pas avoir honte, pas avoir peur. Mais il ne s'agit pas d'être prétentieux. Mais il faut pas se laisser, et surtout aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas se faire avoir, quoi. Il ne faut pas se faire avoir, faut croire à ce qu'on fait. Et si on est sûr de... On n'est jamais sûr, évidemment, parce que, comme je dis toujours, hein, le doute m'habite toujours, mais la main ne tremble pas. Il y a un moment, quand on est entrepreneur, on est sur le devant de la scène, donc il faut croire à ce qu'on fait. Donc, j'ai la chance d'être très vite reconnu par les guides. Donc, finalement, je suis dans une ville que j'adore, hein, qui est ma ville, qui est Saint-Étienne. Cette ville, elle ressemble un peu à cette région, mais c'est loin de Paris, c'est plus compliqué. Il y a une grosse ville à côté qui s'appelle Lyon. C'est une ville qui est sur le plan touristique, qui n'a pas beaucoup de choses à proposer. Et donc, je suis arrivé en ayant toutes les peaux d'âne possibles, les étoiles, le machin, le truc, le bidule. 93, j'ai 3 étoiles. Je m'étais installé dans une maison magnifique dans laquelle j'avais mis toute ma vie. Je suis allé au-delà même de ce que à l'époque le permettait, parce que les banques étaient moins frileuses qu'aujourd'hui. Donc j'ai créé quelque chose d'assez extraordinaire. C'était mon 2e restaurant que j'avais créé, où j'avais déménagé en 92. Et puis en 96, ça s'impose à moi. Si tu restes là, tu ne pourras pas faire ton métier comme tu le sens. Et donc, à l'époque, j'ai une 40aine d'années, et je me dis, je me pose des questions, mais questions dont j'avais la réponse. Je dis, il faut que tu fasses péter la marmite, quoi. Donc, c'était une grosse décision, parce que je mettais tout en danger, bien sûr ma famille, moi-même, et c'était un saut dans le vide. Donc, j'ai pris la décision de me saborder, de tout perdre, et au nom de quoi? Au nom Et j'ai pas raisonné comme un financier, évidemment. J'ai raisonné comme quelqu'un de passionné par ce qu'il produisait. J'ai déposé le bilan et je me suis mis en faillite personnelle. Donc j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai payé ce que je devais. J'ai justement, par cette procédure, j'ai pu tout liquider. Évidemment, sans poursuite pénale, parce que j'étais, je pense, quelqu'un d'honnête, mais je ne pense pas, j'en suis sûr, j'ai pas triché. Donc du coup, mais évidemment, c'était un séisme personnel. Mais j'ai pris le risque, et j'avais un peu de notoriété, et bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai pu recréer très vite une structure, en ayant une aide d'une ou 2 personnes, un tout petit peu d'argent, parce que bien sûr les banques c'était fini, hein. Ils m'ont banni, hein. Voilà. Et j'ai recréé un lieu avec évidemment le souci d'être indépendant, alors que j'aurais pu travailler pour d'autres, mais je sentais bien que ma vie c'était pas d'être chez les autres, quoi. C'était d'être indépendant, et j'avais la chance d'avoir 3 étoiles, c'était un passeport quand même important. Et j'ai choisi Paris parce que ça pouvait être que là, où ça passait, où ça cassait. Et ça a passé. On a eu un succès qui a dépassé tout ce que je peux imaginer. Et pendant 15 ans, on a fait salle pleine avec des centaines de couverts qu'on refusait, même plus que ça par semaine. Voilà. Et puis, mais toujours en me remettant au fourneau et en me remettant... j'ai vécu cette période de Saint-Étienne un peu comme un brouillon, comme une esquisse de ce qui allait être les fondements de mon travail d'artiste, je dirais. Voilà. Mais entre-temps, effectivement, cette histoire, elle m'a quand même bien secoué, et elle m'a obligé à me réveiller en me disant Coco, d'accord, bon, mais tu fais un commerce aussi. Voilà. Et ça, je l'ai... Alors, petite anecdote,
qui est significative. Lorsque en 84-85, il y a un réalisateur qui s'appelle Samuel Fuller, qui était victime du macartisme, qui avait dû quitter les États-Unis, et il était venu dîner avec des journalistes, et le lendemain, il déclare à ces journalistes, il dit « Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais c'était foutrement bon. » Voilà. Donc j'avais cette réputation d'être un type un peu insaisissable, personne ne comprenait trop ce qu'il mangeait, mais il se passait un truc, quoi. Alors, mais j'étais effectivement un peu dans ce longtemps, et donc ça aussi, ça participait un peu quand même de ma chute, hein, parce que c'était pas très rassurant. Mais il y avait un public, puisque la preuve, c'est que les gens formés aimaient ce que je faisais. Voilà. Donc, lorsque je suis allé à Paris, ben, j'ai fait une chose. C'est la seule concession que j'ai faite, c'est que je me suis dit, bon, t'es plutôt connu, t'es plutôt respecté, mais personne ne comprend ce que tu fais. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que tu fais. Voilà. Donc j'ai mis des titres. Aujourd'hui, tout le monde le fait. C'est-à-dire que les titres, c'est quoi? Ben, le plat, c'était la langoustine, le turbo, l'agneau, voilà. Donc, je me suis obligé à me mettre un cadre, et quand je mettais agneau, ben, il fallait servir de l'agneau, quoi. Voilà, il fallait que l'agneau le retrouve. Donc, ça a été la part commerciale de début de mon histoire. Et jusqu'en 2004, j'ai été dans ce restaurant nuit et jour. Puis on est venu me trouver un jour pour voir un truc à Londres qui s'appelle Sketch, qui s'appelle toujours Sketch, qui est aujourd'hui un des lieux iconiques de cette ville, malgré le Covid, malgré le Brexit. Je pense qu'on va passer le cap, je crois. Et c'est un projet dans lequel je retrouvais un peu ce que j'avais tenté de faire à Saint-Étienne, un lieu festif, un lieu où un étudiant pouvait boire une bière, où il y aurait peut-être un peu de musique, et puis bien sûr, le cœur d'histoire, un beau restaurant, ce qu'on appelle gastronomique. Mais Saint-Étienne, évidemment, n'était pas fait pour ça, c'était encore autre chose. Voilà. Et donc ce projet, j'ai accepté, et j'ai accepté pour deux raisons. Après beaucoup d'hésitations, j'ai acheté pour une raison, enfin deux raisons, on va être honnête. Une raison principale, c'est est-ce que tu vas être capable de pouvoir verbaliser ton savoir-faire? Parce que beaucoup de gens disaient, mais Pierre, votre cuisine, elle est impossible à transmettre, elle est impossible à dupliquer. C'est pas possible. Bon. Moi, et je dis, vous avez sûrement raison. Donc, ce projet m'a obligé à me sortir de ma coquille, de ma cuisine, de ce lieu très clos, très anxiogène, mais aussi passionnant, parce que j'avais la maîtrise de tout, de A à Z, jour après jour. Et puis, j'ai accepté. Et puis, mon restaurant principal s'est pas écroulé. Et j'ai découvert notre monde. Et la deuxième raison, effectivement, c'est parce que on me proposait effectivement clairement un peu d'argent aussi. Mais ce n'était pas le plus important, effectivement. C'était vraiment la première raison, celle que je viens d'évoquer. Et puis voilà. Et puis il y a eu puis après il y a eu le Japon, après il y a eu Séoul, il y a Shanghai, il y a eu Moscou, il y a eu Berlin, il y a Dubaï, il y a des choses qu'on fermait. Pour différentes raisons, on a fermé Dubaï, on a fermé Berlin. On a fermé Moscou pour des raisons qui peuvent être expliquées assez facilement. Mais globalement, tout tient. Et puis, j'ai créé notre restaurant, un restaurant de poisson, un restaurant italien et un restaurant à Lyon, voilà, avec un de mes fils. Voilà, qui est musicien, mais qui, lui, a besoin de faire autre chose aussi, parce qu'il fallait qu'il change d'un peu de voix. Donc, si vous voulez, le corps de mon histoire, c'est à peu près 80 personnes. Ça, on gère tout de A à Z. Et le reste, je suis un directeur artistique de lieu que je gère sur plan culinaire, tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, mais aussi humain. Et c'est l'humanité
que j'arrive à créer dans ces lieux lointains, d'autant plus lointains aujourd'hui parce que le Covid, la Covid on dit maintenant, a bousculé toutes les relations. Et c'est vrai qu'on est dans un espèce de tuyau d'étranglement où on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais enfin pour l'instant tout tient. Voilà. Et du coup, Pierre, comment on fait pour gérer plus de 30 restaurants estampillés partout dans le monde, installés partout dans le monde? Eh ben, on travaille, c'est con, on dirait, hein, on bosse, on utilise quand même ces moyens technologiques qui permettent, à 9h du soir en France, de parler avec son chef à Las Vegas puisqu'il démarre sa journée, et puis le matin très tôt, de parler avec ses équipes à Shanghai ou à Tokyo. Donc c'est le lien humain que j'ai tissé au fil du temps. Et puis aussi pourquoi? Parce que quand même, j'ai pas démarré ça très tôt. J'ai attendu. Quand j'ai commencé à me développer, effectivement, ce premier projet de Londres, j'étais quand même, j'avais quand même, ça y est, j'avais bien posé les bases de mon travail de cuisinier, quoi, de ma démarche culinaire. Et puis humaine aussi, c'est-à-dire que j'ai aussi fait un travail sur moi. Pas de façon. Oui, à l'issue de mon plein gré, je me suis frotté à d'autres gens, j'ai enlevé les pots de ce qu'on m'avait inculqué, j'ai gardé ce qui me convenait, bien sûr, j'ai pas tout rejeté. Les valeurs de base qu'on m'a inculquées, je les ai gardées, puis j'ai découvert en moi et c'est ce que vous allez découvrir en travaillant, en avançant, des découvertes, des facultés de force mentale que je pensais pas avoir. Là, je regardais ce matin la première page du Parisien libéré. La population française fatiguée. Pourquoi fatiguée? Il y a ceux qui ont des vrais problèmes, nous sommes d'accord. Mais fatigués pourquoi? Parce que les gens, c'est la première fois que ça arrive depuis la guerre, se retrouvent face à un peu d'incertitude. Et ça, les gens paniquent. Et vous, entrepreneurs, ça va être votre force. C'est parce que vous n'allez pas douter. Et vous allez profiter de cette incertitude, de cette fatigue générale, pour vous imposer et pour marquer des points. Parce que fatigué de quoi? Attendez, vous avez des soins, vous ne payez rien. Les rayons dans les grands magasins, dans les grandes surfaces, il n'y a pas de problème. Ils n'ont jamais été vides. Globalement, bien sûr, on peut parler, il y en a qui s'y emploient aujourd'hui à dire c'est la guerre, il y a des cartes. On le sait, je connais par cœur, puisque je suis aussi bien ancré dans le monde réel. Je vis avec des gens avec qui je travaille, c'est le monde réel. Je deal avec des gens qui ont du pouvoir, mais ma vie quotidienne, elle est avec des gens qui ont aussi cette veste. Et les hommes de main, et des Maliens qui souffrent, et des gens qui ne savent pas parler français, et des gens qui arrivent en France, on ne sait pas ce qu'il faut, on ne sait pas comment ils sont arrivés chez nous. Moi, je suis confronté à des douleurs, mais pas possible. Mais quand même, on est dans un pays en paix. Donc aujourd'hui, les gens sont fatigués parce qu'ils n'ont plus leurs petits repères. Effectivement, les repères sont un peu en train de se mouvant, quoi. Peut-être que demain, peut-être que mardi prochain, on n'aura pas le droit de faire cette réunion. Mais on ne va pas mourir, on va se battre, on va bosser, quoi. Et aujourd'hui, c'est plutôt c'est important que je puisse partager ça avec vous, parce que j'ai vécu, mon échec m'a beaucoup servi. Moi, le confinement, mais attendez, on n'a jamais été en danger. L'État nous a déversé des dollars inespérés, quoi. J'ai pu faire des travaux qui m'ont rien coûté, et ils m'ont rien coûté parce que, au lieu de durer 3 semaines, le temps des congés, ils ont duré 3 mois, et donc j'ai pas eu à payer le personnel. Donc aujourd'hui, j'ai vécu ça comme une opportunité, et une opportunité aussi dans tous les cas, le premier confinement, pour me reposer, pour reprendre des forces, parce que tous ces voyages que je fais incessants sont quand même assez déstructurants,
Et puis après, le deuxième Covid, ça a été de s'occuper des gens qui m'entourent et de leur donner des réponses parce que de cette inquiétude, effectivement. Ouais. Et du coup, les gens qui vous entourent sont souvent sur un pan professionnel. Et moi, ma question, c'était quand on a une vie comme la vôtre, est-ce que vous avez eu le sentiment de faire des sacrifices sur votre vie perso? Ah ben oui. Mais est-ce des sacrifices? Non, c'était pas des sacrifices. Si aujourd'hui je peux me dire des sacrifices, mais ben oui, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai pas vu mes enfants grandir, mais aujourd'hui, c'est qu'on n'en fait pas trop de l'autre côté. Donc, il faut trouver l'équilibre dans le. Non, moi, je regrette rien parce que j'ai la chance quand même. Tous les gens qui comptent pour moi, ils me font pas la gueule. Bon, ça va. Attendez, quand vous arrivez à mon âge et que vos enfants vous parlent, c'est pas mal, hein? Et en plus, vous avez monté une boîte avec lui, a priori. Oui. Donc, non, c'est évident que lorsqu'on on devient indépendant, qu'on est un employé ou 5, c'est plus tout à fait la même vie. Voilà. Mais on a une maîtrise enfin, une maîtrise qu'on paie cher parfois, mais de son temps, quoi. On est son propre patron, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, oui, mais de toute façon, la vie, c'est des sacrifices. Et avoir un chien, il faut sortir le matin, donc c'est un sacrifice. Après, c'est tout. Où est le niveau de sacrifice, quoi? Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Après, c'est quand même, c'est faire un peu un bilan régulièrement, sans s'en rendre compte. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que là encore ça me va? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça me convient? Et donc, c'est aussi ça la vie, c'est de savoir aussi avoir l'honnêteté de parfois de se remettre en question, de dire peut-être que j'ai fait une bêtise, peut-être que c'est pas tout à fait ce que je voulais. On essaie, comme un bateau, ça prend un peu de temps, on se met à quai, puis on débarque, et puis peut-être qu'on fait autre chose. Moi, j'ai un jeune cuisinier, c'est assez rare, mais j'ai un jeune cuisinier qui vient de m'avouer, 4 ans chez nous. Ce gamin, je l'ai senti dès le départ, il n'était pas vraiment fait pour ça. C'est un gamin qui a 25 ans aujourd'hui, quand même. Hein. Mais dès lui-même, il est venu me voir il y a 7 semaines, il dit, je pense que je vais arrêter. Alors je vais arrêter, on réfléchit, et en fait, il va arrêter vraiment ce métier. Parce qu'il se rend compte que c'est pas son truc. Mais quoi qu'il se passe, s'il s'est posé tranquillement, les 4 ans qu'il a vécu chez nous, plus 2-3 ans ailleurs, ça va lui servir. Parce que ce métier, et je le dis parce que je donne des exemples très précis, c'est très formateur en termes de rigueur, en termes d'organisation, en termes de don de soi. Il y a un truc qui est très particulier, ce métier. Hein. Ouais. Et du coup, Pierre Gagnard, vous avez douté un jour de dire j'arrête tout? Non, jamais. Jamais. Ah non, c'était pas acceptable. C'est pas parce que c'est pas par défi. D'abord, j'avais pas de plan B. Hein. Je peux être honnête. Peut-être j'aurais un plan B, peut-être que je l'avais pas. Donc, C'est ce qui fait aussi le succès, de jamais douter, de toujours foncer. Il faut pas douter, il faut douter. Si, il faut douter. Il faut pas trembler. Il faut douter, mais douter positif. C'est toute la nuance, effectivement. Oui. Et du coup, effectivement, je reviens toujours à ces 30 fameux restaurants où, pour la plupart d'entre nous, on se dit mais c'est une vie de fou qu'il doit avoir. Et on est beaucoup à se poser la question, c'est quoi une journée type pour Pierre Gagnard? Pas de journée type, parce qu'il n'y a pas de... Non, pas de journée type, désolé. J'ai pas de... C'est dommage, ça tombe à l'eau ma question. Mais je dors, j'ai même le temps de faire un peu de sport, moins qu'avant parce que
J'ai un petit problème de genou, hein, voilà, mais donc je peux plus courir, ça m'embête vraiment. Mais on va régler ça, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment, vous parliez effectivement du succès, est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti le déclic, où vous vous êtes dit c'est là où je vais m'envoler? Non, les déclics, c'est des choix que j'ai faits dans ma vie. Des choix il n'y en a pas beaucoup mais il y a des moments où on fait des choix, on sent que ça va être décisif. Voilà. Après, non, le déclic, je dois dire que ce que je ressens quand même, pour être honnête et immodeste. En 2000, je suis très lié à quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hervé Tisse. Hervé Tisse, c'est un physico-chimiste qui a le sens, c'est un type formidable, intelligent, brillant. C'est lui qui a inventé la cuisine moléculaire, mais pas que ça. Il travaille au groupe Paris-Tech, il est au Collège de France, voilà. Il fait des conférences qui durent 3 jours, voilà. Et il a pris la cuisine comme terrain de jeu pour expliquer la chimie, voilà. Et il travaille bénévolement pour un tas de... Il vient de créer l'Académie des charcutiers, enfin, il appelle par contre des grandes entreprises qui font des croissants au kilomètre l'appellent parce qu'il y a une petite bulle qu'ils n'arrivent pas à enlever, donc il arrive, voilà, il s'éprouve et il fait ça gratuitement, il gagne sa vie avec ses livres, mais c'est ce qu'on appelle un vrai commis de l'État, c'est-à-dire il dit, moi je suis payé par l'État et je donne, voilà. Et on est amis. Et en 2000, on fait une conférence justement au Collège de France, voilà, il bidouille ses fioles et moi je bidouille mes carottes, mon chou, mon truc, voilà, et on confronte nos 2 univers. Et il y a un moment, on prononce un mot, la cuisine, c'est de l'amour. Les gens étaient interloqués, moi le premier, parce que la cuisine telle que je l'avais apprise et telle que je l'avais vue, c'était répétitif, c'était un peu bête, c'était un peu violent, et ça se traduit dans les assiettes. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui a tout changé, c'est que la cuisine, elle est faite avec amour. Et ce que j'ai défendu dès le départ, donc il y a 40 ans, à travers mon expérience négative de ma jeunesse, c'était d'avoir des relations respectueuses, attentives aux autres, et de se dire que l'or d'une équipe, c'est pas la carotte ou le poireau, c'est vraiment celui qui la coupe, le poireau et la carotte, c'est l'homme. Et moi, pour moi, l'homme, c'est l'élément le plus important de mon système. Donc, c'est le truc que j'entretiens avec ferveur. Et aujourd'hui, je dois dire que mes petites théories, c'est dont tout le monde parle, quoi. C'est peut-être ma grande fierté, plus que d'être un bon cuisinier. Moi, je suis cuisinier, je suis pas mal, mais c'est pas ça finalement. C'est plutôt ce que j'arrive à faire dégager dans les assiettes, quoi, et avec les gens qui m'entourent. Et aujourd'hui, je pense que notre métier, il représente assez bien notre société, c'est-à-dire on respecte les gens, on les fait pas travailler n'importe comment, on doit beaucoup travailler, ça c'est clair, mais en compensation, il y a un projet qui amène vers la beauté, qui amène vers de l'émotion, qui amène vers des choses sensibles. Et ça, aujourd'hui, on dit les jeunes. Non, les jeunes, non. Il y en a plein qui ont envie de taper dedans, comme on dit. Mais il faut leur donner du grain à moudre. Il faut leur donner. Et ça, en tant qu'entrepreneur, il faut bien comprendre que si vous n'êtes pas capable d'entraîner dans votre histoire, pas qu'avec du pognon, c'est pas que l'argent. On en a parlé tout à l'heure. C'est pas que l'argent, c'est le sens que vous donnez à ce que vous faites. Et aujourd'hui, tout ce qui aura du sens va marcher. Et on ne sera pas fatigué. Hein. Moi, je ne suis pas fatigué. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle être un leader en soi, plus qu'un manager. Ouais, peut-être, oui. C'est comme ça qu'on... Dans les écoles, on dit ça. Hein. Oui. Quand je suis à l'école, je ne sais pas, moi. Quand vous parliez, ça me faisait vraiment effectivement penser ouais. à ça. Et du coup, moi, j'avais une autre question que j'ai perdue.
parler. J'ai plein de questions qui arrivent en même temps. On va un petit peu aborder l'aspect international, parce que, comme vous le savez, on est sur le programme Transfirme pour aider les jeunes entrepreneurs internationaux. Moi, je voudrais un petit peu qu'on revienne sur votre première expérience à l'international. Vous parliez tout à l'heure du restaurant Sketch sur Londres. C'est votre première expérience, ça ? Oui, oui. Il n'y a pas de différence fondamentale. Hein. Culturellement, c'est un peu quand même, effectivement, notre monde, dans la mesure où l'Angleterre reçoit une population qu'on ne voit pas en France, hein, par la langue notamment, donc australiens, sud-africains, néo-zélandais, mais c'est aussi dû aussi à la culture du pays. Voilà, mais après le boulot, au Japon, c'est pareil, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas de différence, quoi. Les différences, elles sont peut-être dans la relation, mais l'homme, il a une structure et je dirais qu'il a une structure émotionnelle qui est identique. Alors bien sûr, quand un japonais il fait ça, il contracte les abdos, et alors qu'un russe, lui, il va vous embrasser en écartant les bras. L'américain va parler très fort, l'anglais va chercher à vous entuber un peu. On le sait aujourd'hui, mais quand on le sait, ben, c'est facile, hein, voilà. Mais en gros, bon, c'est pareil. Hein. Les gens, il faut les aimer, il faut dire attention, ne me prends pas pour un pigeon. Voilà. Et quand ça s'est dit, il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases, même pas ce que je dis là, je ne le dis même pas, c'est pas la peine de le dire. Il faut juste être compétent, et savoir de quoi on parle, et connaître son boulot, quoi, en gros. Et être sûr de son coup. Mais être sûr de son coup, mais aussi dire, là, je suis pas à l'aise, quoi. Moi, je sais pas tout, hein. Et puis donner aussi la parole aux gens qui vous entourent, quoi. Leur donner la possibilité de s'exprimer. Mais en disant, attention, mais on ne le dit même pas. Mais vous... il y a un chef, quoi, voilà. Il doit s'imposer, mais pas par des grandes paroles, par une attitude. Mais attitude à la fois sur la compétence, mais beaucoup sur l'humain. Beaucoup, j'insiste vraiment là-dessus. Mais vous avez dû adapter votre cuisine, justement ? Non. Non. Je m'adapte pas. Ma cuisine ne s'adapte pas. Elle est juste. J'essaie juste de sentir l'endroit où je suis. En France, on a un restaurant à La Rochelle, un Gaïa, qui est le pendant de Sud Paris. Ben, La Rochelle n'est pas Nîmes. On a un truc à Nîmes. C'est pas les mêmes régions. Là, je travaille depuis maintenant quelques années pour le groupe Barrière. Je m'occupe de tous les Fouquet's et j'en charge le développement de cette marque. Bon, là pour l'instant, c'est en train de changer puisqu'on a ouvert à Abu Dhabi, au Louvre, on ouvre bientôt aux États-Unis, on a ouvert à Marrakech, mais c'est Fouquet's. Le brief, c'est quoi ? C'est une belle brasserie française, élégante, voilà, parisienne. Bon, d'accord. Bon, quand on a dit ça, en gros, il y a ce qui est le tronc commun, c'est le tartare, le saumon fumé, la pièce de bœuf, voilà. Le reste, quand vous faites à Cannes, vous n'allez pas faire... Cannes n'est pas la Baule n'est pas Courchevel n'est pas Toulouse, parce que d'abord, ce n'est pas les mêmes prix. Et puis les attentes ne sont pas les mêmes. Voilà, à Toulouse, c'est foie gras tous les étages. Hein, voilà. Pas la Baule, c'est un peu prout, c'est les petits mocassins, le petit Colombais, vous voyez, voilà. Donc, il faut le savoir, il faut le sentir. Et puis c'est les coquillages, et ça c'est passionnant. Et moi, j'essaye voilà, au Japon, il y a une compétence, il y a des beaux produits. À Shanghai, c'est très compliqué parce que les produits, donc il faut travailler le marché local. Aujourd'hui, Séoul, c'est encore pire. Séoul, c'est très, très, très fermé. Donc, on va on est réussi, au bout de toutes ces années, à découvrir des produits que même les Coréens ne connaissaient pas parce qu'ils ne s'intéressaient pas à ça. Donc, c'est vrai, même vrai en Angleterre,
ils ne mangent pas beaucoup de poissons, les Anglais. Hein. Et on fait découvrir des produits auxquels ils ont accès, mais qui ne les intéressent pas. Et du coup, dans vos cuisines, vous y êtes toujours? Vous cuisinez? Ah oui, bien sûr, oui, ce matin, là, j'étais en cuisine. Oui, parce que tout passe par ce lieu qui est d'abord, c'est mon point d'ancrage. C'est ce qui me rassure aussi, clairement. C'est bon, là, ce soir, ça risque d'être un peu tard, hein, mais souvent, lorsque je rentre de voyage, je ne rentre pas chez moi. Je rentre. Alors, je ne rentre pas dans 30 restaurants. Il y a un lieu symbolique qui symbolise ce que je suis, c'est le restaurant rue Balzac. 6 rue Balzac. C'est vraiment. C'est ma tanière, quoi. C'est là que c'est de là que tout part, quoi. C'est pas le lieu le plus glamour, le plus beau, le plus grand, mais c'est là que tout se passe et c'est le lieu d'expression de toutes mes années de travail. Et il faut avoir un lieu un peu repère. On ne peut pas être à 1000 endroits à la fois, c'est pas possible. Donc ça aussi, c'est important quand on est là, quoi. Il faut se poser, quoi. On ne peut pas gérer 10 000 choses en même temps. Même si aujourd'hui, l'être humain, on se rend compte à quel point il peut s'adapter, on a quand même nos limites mentales, quoi. Donc il faut essayer aussi de savoir bien se poser dans l'endroit où nous sommes, quoi. Être vraiment avec les gens avec qui vous êtes, vraiment être avec eux, quoi. Qu'ils sentent que vous êtes avec eux. Ça, c'est très important. Tout à fait. Et du coup, même avec les moyens de communication actuels, on peut être avec les gens sans l'être forcément. Mais du coup, ma question, ça serait est-ce que, d'après vous, c'est plus compliqué d'entreprendre maintenant qu'avant? Je dirais non. Quand j'écoute l'intervention des 2 personnes avant moi, qui donne effectivement plein de clés pour travailler, pour avancer. Peut-être, ce qui est peut-être plus dur, c'est peut-être l'objectif de résultat peut-être plus immédiat. Les choses vont plus vite. Mais je ne peux pas trop répondre à cette question. L'argent est peut-être moins facile à trouver. Je peux pas répondre. Si, ça. La réponse est parlons-en, quoi. Il y a sûrement des pour et des contre. Voilà. Là, ce que l'on vit, je pense que c'est un moment d'opportunité pour des gens qui font des choses. Dans quel sens? Dans le sens que il y a des métiers qui vont se créer qui n'étaient pas adaptés à l'époque d'avant, l'époque il y a 3 ans, quoi. Par exemple, tout ce qui tourne autour de la maison, vous voyez. Bon, moi j'ai un copain qui vend des saunas. Bon, il était au bord du dépôt de bilan. Il vend des saunas, on l'appelle là. Parce que les gens, ils se recentrent sur leur maison. Tout ce qui touche à la maison, tous les métiers de service liés à la maison, parce que les gens retrouvent des valeurs de refuge, donc un peu de repli. Mais c'est pas facile. Tout ce qui est un peu sociabilisant, évidemment toute la nourriture à domicile. Il y a des sports. Alors je ne suis pas forcément je suis plutôt critique sur ce qui est proposé, parce que souvent c'est pas bon. Mais je vois bien, moi, je vis avec des jeunes gens à la maison, les enfants de ma femme, qui aujourd'hui, je connais depuis 20 ans, hein, que j'ai connu tout petit, hein, et aujourd'hui, ils pratiquent, alors avec une facilité, le truc ubérite, mais ça me désole, quoi. L'histoire de match, c'est pas possible, quoi. Vous êtes mis quand même un petit peu, j'imagine. Comment ? J'imagine que vous êtes mis quand même un petit peu pour pouvoir gérer des restaurants qui sont à Séoul, à Tokyo. Il faut s'y mettre dans le numérique un petit peu. Ah oui, comment ça marche, à peu près, oui. Je suis resté jeune.
Merci beaucoup, Pierre Gagnère. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est s'il y a des personnes maintenant qui veulent poser des questions à Pierre, je vais pouvoir faire passer le micro. Oui, Monsieur Gagnère, bonjour. Je suis coach au sein de Pépite. J'interviens auprès des jeunes pour les aider à construire leurs projets. J'étais avant entrepreneur. J'ai connu une liquidation judiciaire. Je suis également administrateur de l'association 60 000 rebonds de France, que vous connaissez peut-être, qui vient en aide aux entrepreneurs qui se sont cassés la gueule. Je voudrais savoir quel regard vous portez sur l'échec entrepreneurial qui reste un tabou, vous qui voyagez partout dans le monde, par rapport aux pays anglo-saxons notamment, et quel regard vous portez là-dessus? Eh ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que les regards changent. C'était la honte, vraiment la honte. Aujourd'hui, c'est plus accepté quand même. Parce que d'abord parce que les moyens de communication, effectivement, sont évidemment totalement différents, ça c'est le côté un peu positif, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, quoi, et qu'il y a des dizaines de gens, toute bonne foi, honnêtes, et ça l'a pas fait parce que leur produit n'était pas adapté à un instant T. Voilà, donc. Par contre, c'est sûr qu'il faut. Il y a qu'un faucon, comme on dit. Non, c'est. Il faut être solide psychologiquement. Il faut croire dans ce que l'on est et dans ce que l'on est avant de ce que l'on fait. Et puis après, moi j'ai eu la chance d'avoir 3 étoiles, d'avoir une petite notoriété. J'aurais été plombier, j'aurais peut-être pas vendu de la même façon. Ça c'est clair. Voilà. Donc la médiatisation qui entourait déjà mon nom m'a permis effectivement de rebondir. Donc mon rebond est un peu tronqué quand même. Mais ce qui n'est pas tronqué, c'est que on a le droit de changer, bien sûr, d'avis, en cours de route. Ce que j'ai fait, quand j'ai eu mes problèmes, j'ai eu des propositions diverses et variées, dans des groupes, à l'étranger, en France, bon. Non, avec des salaires qui étaient intéressants. Non, je dis non. Ta vie, c'est pas ça. Ta vie, c'est... Ton projet, c'est pas ça. Ton projet, c'est... J'allais quand même pas tout faire sauter pour me retrouver à la solde de quelqu'un, quoi. Pas possible. Donc, j'ai cru en ce que je faisais, et ça c'était dur comme du roc, quoi. Voilà. Donc, chacun porte ça en soi, cette dose de... Et puis ça, c'est la jeunesse, aussi. Quand on vieillit, on est plus peureux, parce qu'on est plus frileux. D'ailleurs aussi, on peut dire un mot, combien est important l'intégration de ce mélange des générations. Et ce mélange des générations, c'est ce qui fait évidemment la force d'une entreprise. Combien de personnes aujourd'hui sont sur le carreau alors qu'ils ont une énergie, une expérience qui n'a pas de prix, quoi. Mais que des vieux dans une baraque, ça va pas. Et que des gamins, c'est le bordel, quoi. Ça peut être le bordel. Bonsoir, chef. Ça. Je m'appelle Juliette, j'ouvre une épicerie zéro déchet et un restaurant qui utilisera les produits de cette épicerie-là dans 6 mois. Oui. Et je voulais savoir plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que vous cherchez, vous, quand vous allez dans un restaurant? Et est-ce que vous avez des conseils à nous donner ici sur la manière dont vous transmettez votre savoir, votre énergie à vos équipes au quotidien? Comment concrètement vous le faites, si vous avez des... Alors, avec le mal, je n'ai pas bien compris, mais... Alors, la première question, qu'est-ce qu'on recherche? Je crois plus que jamais être bien accueilli. Ça, je crois que c'est l'accueil, voilà. Et ça semble évident, ça semble facile, et c'est pas évident,
parce qu'aujourd'hui, les métiers de service, c'est dévalorisant. Et aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas quelles sont vous avez comme études, mais aujourd'hui, les écoles hôtelières, on a inventé ce qu'on appelle un bac professionnel. Ça n'a pas de sens, quoi. Pas un bac, quoi. Mais il leur faut trouver un autre nom. Donc, on donne l'illusion aux parents, notamment, que leurs enfants, ils sont très intelligents parce qu'ils ont eu un bac. Voilà. Alors, ils ont eu 7 sur 20 au brevet des collèges, et puis ils rentrent dans une école professionnelle, et ils ont le bac. Donc les parents sont très contents. Les gamins, ils ne savent pas trop ce qui leur arrive, et on leur boule le moule en disant mais il faut faire des études, et on fait des petits fonctionnaires de notre métier. Notre métier, c'est pas ça. Notre métier, c'est les mains dans la glaise, quoi. Vous voyez. Donc après, par contre, si on sait compter et si on a compris un peu ça, ça sert. Moi, je l'ai appris à mes dépens, ça. Voilà. Mais l'accueil, et puis, bien sûr, la qualité de ce que vous faites, évidemment. Mais la gentillesse. Et d'ailleurs, c'est vrai pas que dans les métiers de bouche, c'est vrai chez un dentiste, un pharmacien, un métier de service, vous allez aller vers celui qui ne vous fait pas la tête, quoi. Hein. Si les gars, quand vous recevez, vous êtes fermé et tout, les gens, au contraire, il faut s'ouvrir, quoi, là. Et la deuxième question? Comment vous gérez les équipes, enfin vos équipes, si vous avez des conseils? Je l'ai dit, hein, en les faisant rêver par ce qu'on produit, et puis dans l'enthousiasme que j'essaie de transmettre, et aujourd'hui j'ai des gens autour de moi qui ont cet ADN et qui m'aident à transmettre ça. Voilà. C'est assez simple, et à la fois, ça prend du temps, c'est fatigant, ça demande un peu de don vers l'autre, un peu d'oubli, vous voyez. Parce que quand on est patron, on ne doit pas faire la gueule le matin. C'est pas possible d'être comme ça. Il faut être comme ça et avoir une attitude égale. Quand on n'est pas content, on le dit. On le dit toujours avec fermeté, mais avec élégance. Jamais devant les gens, bien sûr. Jamais humilier les gens. Jamais humilier. Ça, les gens n'oublient pas. Hein, c'est jamais. Donc, pas d'humiliation. Mais il y a des moments où il faut dire les choses. Il y a des moments, il faut le sentir. Voilà. Ça s'apprend, et puis on le sent, on le porte en soi. Voilà. Merci. Bonsoir, je m'appelle Sofiane, du coup je monte, il n'y a pas de du coup, je monte une entreprise en fait sur l'insertion des personnes en situation de handicap. À côté, je propose de gamifier en fait une partie de la sensibilisation de la formation en entreprise. Donc l'une des questions phares, c'est l'identité. Vous avez commencé votre introduction en parlant de votre début de votre premier restaurant que vous avez tenu en 1977, je crois. On est sur une carrière de plus de 40 ans, 50 ans. Et j'ai l'impression que ce qui a fait votre réussite, c'est d'avoir su exporter votre identité. À Paris, à La Baule, à Toulouse, à Londres. Et comment vous faites? C'est-à-dire, comment on jongle avec une espèce d'ambivalence au quotidien qui est de savoir où sont ses racines, le Cyrus Balzac, votre enfance, votre rapport aux gens qui est simple, et comment d'un coup on s'élève en fait dans les milieux les plus guindés, à Tokyo, dans les milieux les plus guindés à Shanghai, en France. Comment on arrive à faire le lien en soi-même de tout ce parcours en fait? Être soi-même. Être soi-même. Et puis, il n'y a pas de recette. Hein. Oui, il faut bien sûr, il faut s'adapter. Il y a des. Mais je ne peux pas trop vous répondre. Hein. Dans tous les cas, accepter de montrer ses failles. Vous voyez? Moi, j'ai pas honte de parler de mon échec, par exemple. Vous voyez? En gros, pas plus haut que son cul, quoi. Hein. Être soi-même. Et vous savez, on vit dans un monde... ça a toujours été comme ça, sans doute.
artificielle, on fait des manières, on joue un jeu, on se planque. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, la sincérité, c'est vraiment payant, quoi. Voilà. Alors, quand il y a la sincérité, qu'il y a la compétence derrière, ben on s'en sort plutôt pas mal, je crois. Hein. Puis après, il y a les rencontres aussi qui vous font grandir. Des rencontres multiples, de toutes sortes de gens. Moi, je pose beaucoup de questions aux gens. Parfois, je suis même trop... Enfin, non, je crois pas. Mais je suis un tout petit peu intrusif. J'aime bien comprendre d'où viennent les gens, quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils en sont. Et on apprend des choses extraordinaires. Ouais. S'intéresser aux gens, en fait. Hein. Et en s'intéressant aux gens, eh ben, on apprend des choses. Et on se cultive au quotidien, quoi. Ouais. Merci pour votre réponse. Bonjour chef, enchanté de vous rencontrer. Alors je m'appelle Amine, j'ai 22 ans et je suis un étudiant entrepreneur. J'ai envie de travailler dans le domaine culinaire. Et actuellement je travaille sur beaucoup de plats en fait, qui sont revisités, comme par exemple des sushis que je modifie et que j'essaie de refaire en l'adaptant à de nouvelles cultures. Et ce que je voulais vous demander ce soir, c'était pas vraiment une question mais plutôt une demande. Je voulais savoir si éventuellement vous seriez intéressé de prendre un jeune futur chef dans votre restaurant de Phuket, en alternance éventuellement. Je sais, c'est un peu culotté, mais sait-on jamais. Oui, mais écoutez, on va vous donner mon mail, puis vous envoyez votre CV, voilà. Puis on fera... Enfin, il n'y a pas de procédure. Mais vous avez parlé du Phuket, ça, c'est ça? Pardon? Vous n'avez pas de Phuket, ça, vous avez parlé, non? Oui. Oui. Bah, vous habitez... Oui, mais il y a peut-être du travail, hein, tout simplement. Hein. C'est une demande d'emploi, et pourquoi pas... Attendez... Bah oui, pourquoi pas? Bah oui, En tout cas, merci beaucoup pour votre conférence et d'avoir partagé votre vécu avec nous. C'est un grand plaisir de vous avoir rencontré. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonjour chef, je m'appelle Adrien, je suis cuisinier et je voudrais savoir par rapport à votre parcours, donc vous avez ouvert quand même énormément de restaurants. Est-ce qu'en ouvrant tous ces restaurants, vous n'avez jamais eu peur de perdre ce moment privilégié avec votre brigade, de devoir justement gérer d'autres choses, gérer d'autres papiers? Comment vous avez réussi à le garder? Si, parfois Si, parce que... Si, bien sûr. Ah oui, bien sûr, mais bon, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Donc, il faut... D'abord, je ne peux pas avoir un lien privilégié avec tout le monde, évidemment. Donc, il y a des gens qui ont plus d'importance dans l'histoire, parce que ils sont potentiellement à des postes clés, ou à des postes qui peuvent... Enfin, ils en sont à un niveau de leur parcours, ils peuvent devenir des gens importants. Donc, ça, ces gens, j'essaye de m'y intéresser, quoi. Parce que il y a des gens, je devine leur potentiel, mais je vois aussi parfois les... En vous parlant, je pense à un garçon, hier, que j'ai houspillé. J'étais en cuisine, il y a un sommelier qui arrive, un jeune, qui est vraiment un type formidable. Et puis, il arrive, la tête baissée, il traverse la cuisine, et je lui dis « Florian !» On dit « Bonjour !» Voilà. Bon, le pauvre gamin, il a été fatigué, il travaille beaucoup, il manque un peu de personnel, je suis Henri Balzac, le gamin ça l'a secoué, et je l'ai fait volontairement. Pour le coup, je l'ai un peu provoqué. Alors je sais qu'il en est malade, donc il est allé un peu se confier à ses responsables. Donc je vais lui parler mardi, parce que ce gamin, il a du potentiel, mais il est entouré d'un bloc d'argile. Il faut que ce bloc saute. Il faut qu'il
il est trop scolaire, il est trop... Voilà. Il y en a plusieurs comme ça, mais je ne peux pas non plus toujours... Oui, je ne peux pas non plus donner tout à tout le temps, à tout le monde, mais c'est évident que si je donne une information à quelqu'un, je sais que cette personne, ça risque de bien se faire, et après, cette personne, elle va irradier ce que je vais donner, quoi, voilà. Et c'est mon boulot, ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un travail, c'est un métier comme la cuisine. Hein. C'est-à-dire que il y a des moments où c'est pas de parler aux gens. Les gens, ils sont bloqués, ils sont fermés, ils sont dans leur monde, ça ne sert à rien de parler. Puis il y a des gens, on sent qu'il faut un tout petit peu pousser, quoi, pousser la porte, quoi, les obliger à sortir de leur coquille. Alors, ça peut ne pas marcher, mais quand même, ça marche souvent. Hein. Et donc, ces gens-là, après, ben, c'est gagné, parce qu'ils sont de mon côté, et puis ils ont compris. Quoi. Et après, eux, ils vont faire pareil. Et c'est ça, c'est ce que je fais depuis 30 ans, quoi. Enfin, depuis 2002, 2003, quoi. Depuis ces ouvertures, où j'ai eu mes apôtres, les 7 ou 8 personnes de qualité que j'avais, qui ont commencé à s'aimer à Tokyo et à Hong Kong et dans ces premiers endroits. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour le témoignage. Moi, j'avais une question toute simple. Vous cuisinez beaucoup. Quel est votre plat préféré et pourquoi? Alors, s'il y a un plat préféré, ça serait mort. Parce que justement, j'aime tout. Et ce qui m'amuse, c'est quand même le moteur principal de ma vie, quoi. C'est de produire encore des choses qui vont m'étonner. Alors, bien sûr, quand on est plus jeune, on en mange à grands pas. On fait des pâtes géants. Puis après, à mon niveau, c'est plutôt comment ne pas perdre des mètres, mais comment gagner 1 centimètre. Trouver une petite nouvelle idée, une petite nouvelle chose. Voilà. Donc, ça veut dire que tout m'intéresse. Bon, et puis ça, la nourriture, ça, je pense que vous allez bien comprendre tous, ça dépend des moments. Ça dépend des moments de vie que vous partagez. Le bonheur, ça peut être partager une tartiflette avec, à la montagne. Donc un truc tout simple, mais si la tartiflette est bonne avec un vin de Savoie, c'est extraordinaire. Ça va être peut-être quelques huîtres avec du pain grillé. Puis ça va être peut-être un plat de votre enfance, la côte de porc avec les purées au milieu, on a tous fait ça. Enfin moi je l'ai fait avec la petite cuvette dans laquelle il y a le jus. Voilà. Moi j'ai un souvenir de poulet rôti du dimanche soir avec mon père. Voilà. Et il mettait juste une boîte de petits pois qu'il ouvrait. Il sortait d'un week-end où il était épuisé, mais on mangeait avec mes parents et c'était extraordinaire. Donc la nourriture, c'est aussi fait de beaucoup de souvenirs. C'est aussi fait beaucoup le gâteau même raté de la maman, il va laisser des souvenirs indélébiles pour les enfants. Et je dis ça parce que j'ai jamais vu ma mère cuisiner. Et moi, ce que j'ai construit, mon monde culinaire, je l'ai construit parce que j'ai très peu de souvenirs culinaires de mon enfance. Donc, je me suis construit mon monde. Voilà. Mais donc, la nourriture, ça dépend de l'instant. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai fait un truc que je fais jamais. J'ai bu 2 cafés et je me suis jeté sur les viennoiseries. J'avais faim et j'ai pris beaucoup. Elles n'étaient pas mauvaises d'ailleurs, mais en temps habituel, jamais je ne fais ça, quoi. Voilà. Donc ça, il faut juste profiter des petits moments comme ça, des petites choses. Et puis des choses qu'il ne faut pas. Pourquoi boire un jus d'orange en bouteille le matin? Ça n'a aucun intérêt. Ça vous alourdit l'estomac pour rien. Voilà. Comme le mauvais croissant d'ailleurs. Donc choisir la nourriture. Surtout quand on prend l'âge, on se rend compte à quel point, parce qu'on a un peu plus de difficultés parfois à digérer tout ça, mais choisir ce que l'on mange, voilà, et en profiter et se mettre, même si c'est qu'un sandwich, un petit rayon de soleil. Le pain est bon, le beurre est de qualité, le jambon est aussi pas mal. Et voilà, quand je vois des gens qui mangent, qui ont un téléphone, qui bouffent un sandwich, qui boivent un café, non, arrêtez. Non, la nourriture, c'est un moment de retrouvailles avec soi-même.
Ça aussi, c'est un message que j'aime bien faire passer. Apprendre à manger tranquillement, même si c'est simple. En faire un moment de bonheur. Bon, il est 20h15, Pierre Gagnère. On parle de bons petits plats depuis le début. Il y a un bon cocktail qui nous attend. Oui. Vous restez avec nous pour le cocktail? Je reste avec vous, oui. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Ok.